Bonjour Ariel Goldman. Bonjour. Vous êtes président du Fonds social juif unifié et de l'Appel unifié juif de France. Et à ce titre, vous co-présidez le SPCJ, le service de protection de la communauté juive, qui est en charge d'assurer la sécurité de tous les édifices juifs de France. À chaque fois qu'il y a des affrontements israélo-palestiniens, on assiste à une recrudescence ces dernières années des actes antisémites. Et très récemment encore, à la synagogue de la rue de la Roquette à Paris, des dizaines de personnes ont été assiégées dans la synagogue par des hordes de manifestants pro-palestiniens d'une violence inouïe. Est-ce que les Juifs de France doivent avoir peur aujourd'hui? Alors d'abord un petit point particulier, je ne suis pas le coprésident, Éric de Rothschild est le président du SPCJ et nous sommes le président du CRIF, le président du consistoire et moi-même des partenaires institutionnels du SPCJ. Sur le fond, est-ce que les Juifs doivent avoir peur? Bien sûr qu'il y a des sujets d'inquiétude, la peur n'est jamais un bon moteur et c'est vrai que le grand rabbin de France a dit il n'y a pas longtemps, reprenant une parole biblique, n'ayez pas peur ou n'ayons pas peur. On a envie de dire ça. En même temps, il faut rester vigilant, précautionneux et écouter toutes les consignes de sécurité où que l'on soit. Est-ce que le SPCJ, par exemple, est suffisamment doté, équipé et financé pour assurer la sécurité des Juifs de France? Vous savez, la sécurité, dans le domaine de la sécurité, on peut toujours faire mieux. On le voit dans les aéroports, dans les avions. Les choses ont évolué considérablement depuis le 11 septembre 2001. Eh bien, dans la communauté juive, malheureusement, c'est pareil. Ça a beaucoup évolué, mais je crois qu'on peut toujours mieux faire et qu'il faudra penser, réfléchir, voir à comment améliorer au fur et à mesure les choses pour que les Juifs de France se sentent partout en sécurité ou le plus en sécurité possible. Est-ce que tout ça se fait en bonne intelligence avec les pouvoirs publics? Oui, je dois le dire, et depuis des années. Ce gouvernement, avec Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, est particulièrement vigilant, mais les autres l'ont été. Depuis une dizaine d'années, il n'y a aucun problème, il y a une prise en compte du phénomène, il y a une volonté de faire en sorte que la sécurité soit le mieux assurée possible. Il y a une coopération avec le SPCJ et les pouvoirs publics qui est régulière, fréquente et concertée, y compris d'ailleurs sur le comptage, le malheureux comptage, parce qu'on ne devrait pas avoir à faire une telle comptabilité. Donc il y a une coopération harmonieuse avec les pouvoirs publics. Nous leur demandons le maximum, et c'est bien le moins que l'on puisse faire, puisque c'est à l'État, en premier, d'assurer la sécurité de ses citoyens que nous sommes. Mais alors justement, est-ce que, dans le fond, c'est pas anormal que dans un État de droit comme la France, une communauté entière, en l'occurrence la communauté juive, soit obligée d'assurer sa propre sécurité, d'organiser sa propre autodéfense? Dans le fond, l'existence même du service de protection de la communauté juive, c'est une anomalie. Je veux dire... Alors, il y a, encore une fois, je ne veux pas reprendre trop d'exemples, mais il y a beaucoup d'endroits, de partis politiques, de syndicats, d'organisations, de grands magasins qui ont leur propre sécurité. On vit dans un monde où l'État fait beaucoup, mais l'État fait dans le domaine public. Le SPCJ fait dans le domaine privé ou aux abords du domaine privé, mais c'est vrai qu'on pourrait rêver d'un monde idéal où seul l'État règle le problème de la sécurité. On n'est pas dans ce monde parce qu'il y a des questions budgétaires, il y a des questions de priorisation, il y a des questions aussi d'approche parce que, bien évidemment, quand des jeunes du SPCJ se trouvent aux abords d'une synagogue pour poser des questions à des fidèles qu'ils ne connaissent pas, déjà parfois cela pose problème. Imaginez que ce seraient des policiers qui n'ont aucune connaissance des rites, des us et coutumes, cela pourrait poser d'autres problèmes. Donc dans le fond, même si on peut considérer ça comme une anomalie de l'histoire au sens des pouvoirs régaliens de l'État qui devraient faire que seul l'État s'occupe de sécurité, c'est une chose dont on a pris l'habitude et encore une fois qui n'est pas l'apanage de la seule communauté juive de France. Mais vous avez quand même l'impression que l'État français protège encore ses juifs à l'heure actuelle? L'État français fait son maximum, dote de moyens financiers parce que vous savez qu'il y a eu toute une politique de sécurisation des lieux juifs, des bâtiments, des écoles avec l'aide de l'État. C'est du domaine public, donc je le dis sans problème. Et puis il y a ces moyens humains, il y a ces policiers statiques que l'on met devant les synagogues, devant les écoles, devant les centres communautaires, à chaque manifestation. On ne devrait pas avoir à faire ça. Vous savez, quand je dépose mon enfant devant l'école juive le matin, eh bien, quand je vois le policier, je suis rassuré. Je me dis, c'est bien, l'école est gardée. Puis quand j'arrive au bout de la rue,
dans ma voiture au feu rouge, je me dis, mais pourquoi sont-ils gardés? Pourquoi nos enfants doivent-ils fréquenter des écoles gardées? C'est pas normal. Les enfants, les écoliers de France ne fréquentent pas, tous les écoliers de France ne fréquentent pas des écoles gardées. Et heureusement. Donc il y a un problème et il faut rêver d'un jour où on n'aura plus besoin d'avoir des gardes policières devant les écoles ou devant les édifices juifs. Alors quand on regarde un peu ce qui se dit sur les réseaux sociaux, on remarque un fort ressentiment de la communauté juive française à l'égard des médias. Les médias sont accusés d'alimenter, d'attiser la haine anti-juive en France, pour reprendre l'expression du Grand Rabbin de France, par leur couverture très biaisée et partiale, partisane même, du conflit israélo-palestinien. Est-ce que vous pensez que les médias portent une responsabilité dans ce climat de plus en plus lourd? On a toujours dit ça. Je me souviens de la guerre du Liban numéro 1, 1982. J'étais un jeune étudiant, j'étais à la faculté de Tolbiac, et il y avait déjà des problèmes, il y avait déjà la question des médias qui se posait. C'est un sujet. En même temps, premièrement, il ne faut pas demander aux médias, quel qu'il soit, d'avoir le même rôle d'implication, d'investissement, de ressenti des choses que nous pouvons l'avoir nous, d'un côté comme de l'autre, mais il faut demander un équilibre aux médias, et c'est vrai que souvent on a une présentation qui est un peu déséquilibrée, ou en tout cas on a un ressenti de déséquilibre, parce que bien évidemment les journalistes font une grande part à ce qu'ils voient comme victimes, et terribles victimes, parce qu'il y a des victimes, des enfants, etc., mais ne vont pas plus loin, ne se demandent pas pourquoi tout cela est arrivé, comment le Hamas cache ses armements et ses bombes derrière une population civile, toutes ces questions-là que nous connaissons, parce que nous connaissons Israël. Nous savons qu'Israël ne fait pas la guerre pour faire la guerre, ne fait pas la guerre pour attaquer, mais fait la guerre pour se défendre. Toutes ces choses-là, nous le savons, et toutes ces choses-là, nous avons le sentiment qu'elles sont souvent ignorées ou passées sous silence par une partie de la presse ou par la presse, et c'est vrai que cela fait mal et cela génère le ressenti que vous décrivez. Et donc vous ne leur prêtez pas une intention malveillante? Non, je pense que c'est plutôt de l'ignorance et de la facilité et un travail vite fait. Et souvent un travail pas bien fait. Quand le travail est vite fait, il est souvent mal fait. Et je pense que s'il y avait plus de réflexion, plus de connaissance du terrain, plus de connaissance de la société israélienne, et je sais que à cet égard, il y a souvent des voyages de journalistes qui sont organisés par le CRIF ou par d'autres organisations, parce qu'il faut connaître, il faut savoir pourquoi nous défendons Israël. Pourquoi nous savons que ce qu'Israël fait est juste, pas parce que nous sommes de parti pris, pas parce que nous sommes inconditionnels, mais parce que nous connaissons la réalité. Nous sommes allés sur place, nous avons vu cette proximité, nous avons vu ces familles qui célèbrent un mariage ou une fête et qui sont obligées de se mettre aux abris. Dans quel pays du monde une population qui vit normalement, qui ne demande rien, doit-elle aller aux abris régulièrement et en l'occurrence depuis plusieurs jours et plusieurs nuits? Alors en parlant de se mettre aux abris, on entend de plus en plus de juifs français envisager le fait de quitter la France et de faire leur aliyah, de monter en Israël, pour se réfugier là-bas d'une certaine façon. Est-ce que vous pensez que c'est une réaction légitime face au danger ? L'organisation que je préside, le Fonds social, l'Appel unifié, n'a pas à démontrer son sionisme. Nous sommes des sionistes de la première heure, nous avons toujours aidé Israël, nous avons toujours encouragé les relations entre la France et Israël. Je crois que la Aliyah est avant tout une décision individuelle, qu'elle ne doit pas être dictée par la peur, mais qu'elle doit être dictée par des considérations personnelles, philosophiques, idéologiques, ou même économique. Mais la peur n'est pas un bon moteur. Si on va quelque part parce qu'on a peur d'un endroit, on aura peur de l'autre endroit. Enfin, vous dites qu'on ne doit pas être motivé par la peur pour faire son aliyah, mais enfin, tout le projet sioniste, à l'origine, a quand même été en grande partie motivé par l'envie de donner un refuge au peuple juif, enfin aux juifs persécutés à travers le monde. Donc alors, encore faut-il savoir ce qu'on appelle une persécution. Je pense que les persécutions qui ont donné lieu au projet sioniste et les grandes aliotes qu'on a connues, qu'elles soient plus récemment de Russie ou des pays arabes, c'était des persécutions d'État. On avait un État qui empêchait le culte, on avait un État qui limitait la liberté d'aller et venir des juifs et de pratiquer leur culte. Je crois, loin de là, que c'est pas le cas en France. Pas du tout, et on n'y est pas. On n'y sera pas. Alors justement, en parlant de question de degré de persécution, la question que de nombreux juifs se posent de plus en plus souvent, c'est à partir de quand est-ce qu'on saura qu'il est l'heure de partir? Quand est-ce qu'il sera trop tard? Quelle sera la ligne rouge? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces personnes?
C'est une question qui nous est très fréquemment posée. Quand on circule dans les communautés, c'est même une des choses qui nous est le plus demandée. Allez-vous nous dire, dites-nous s'il faut partir ou pas. Je crois que les responsables communautaires, dans le mot responsable communautaire, il y a le mot responsable. Nous savons, parce que nous l'analysons, qu'une grande partie des Juifs de ce pays va rester dans ce pays. Alors, il y a un moment où peut-être cette chose pourrait être envisagée, que de dire aux gens il est temps d'y aller. Je crois que cette vraie ligne rouge, c'est le moment où l'État n'exercerait plus sa fonction, ne protégerait plus. On n'y est pas. L'État fait son travail. L'État demande aux Juifs de rester. J'ai en mémoire ce discours de Manuel Valls, qui n'était pas encore Premier ministre, mais qui était le même homme le 19 mars 2014 au Trocadéro, qui disait « La France a besoin de ses Juifs ». Tant qu'on a un État qui considère que la communauté juive est une partie structurante de la nation, tant qu'on a un État qui respecte ses fonctions de protection, ses fonctions régaliennes, et qui permet aux Juifs d'exercer librement et en toute quiétude, au maximum de quiétude, leur culte, je crois qu'on n'est pas arrivé à cette ligne rouge dont vous parlez. Donc la balle est dans le camp des autorités. C'est aux autorités de tout faire pour enlever ce sentiment d'insécurité. Vous savez, le sentiment d'insécurité, c'est répandu, c'est un sentiment. Quand il y a un sentiment, c'est qu'il y a un problème. Donc nous l'avons dit d'ailleurs récemment au ministre de l'Intérieur, il faut faire retomber ce sentiment, et donc il y a toujours des mesures à prendre, à renforcer celles qui existent et toujours à en imaginer de nouvelles pour qu'aucune partie de la population ne se sente en danger ou en souffrance. Merci beaucoup Ariel Goldman. Merci à vous, bonne journée.